À cette édition de Dialogue dilettante, on aborde le livre célèbre de Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, paru en 1962. Programme de 4 épisodes. Premièrement, background historique qui amène Thomas Kuhn à écrire ce livre. Deuxième épisode, le schéma kuhnien du progrès historique de la science et des révolutions scientifiques, aussi connu sous le nom de Paradigm Shift. Troisième épisode, on aborde les nouveautés que Kuhn apporte à la philo des sciences dans ce livre. Quatrième épisode, on termine avec quelques critiques, l'influence de Thomas Kuhn dans les sciences humaines, et on fait un peu une parenthèse sur nos conceptions des sciences humaines. Est-ce que le schéma kuhnien s'applique aux sciences humaines et d'autres questions intéressantes. Sans plus tarder, Dialogue dilettante 7, les révolutions scientifiques. Salut Justin, ça va? Ça va bien, Elliot? Ça va très bien. Donc, avant qu'on parle du background et de l'histoire du livre Les révolutions scientifiques, est-ce que tu pourrais nous faire une introduction du livre? Ouais. Premièrement, le titre complet, en anglais, c'est The Structure of Scientific Revolutions, ou la structure des révolutions scientifiques dans la traduction française. Puis c'est un livre publié en 1962 par Thomas S. Kuhn, qui est un Américain. Parfait. Puis avant, donc, on va rentrer un peu dans le background tout de suite après, mais Thomas S. Kuhn, est-ce qu'il est connu pour autre chose que ce livre-là, ou c'est sa plus grosse œuvre? Non, c'est clairement son œuvre principale. Le reste de sa vie, il a passé vraiment à comme débattre des ramifications de son œuvre, puis à raffiner sa pensée, puis à travailler dans le même sillon qu'il a creusé. Puis juste une petite précision sur, mettons, si en une phrase, on pourrait dire ça parle de quoi, le livre Les révolutions scientifiques? C'est un livre de philo des sciences. Mm-hmm. Okay? Puis dans le fond, ça vient donner une vision complètement différente de comment évoluent les sciences dans l'histoire des sciences par rapport à la vision qu'on avait des sciences qui était plus une philo pure, où est-ce qu'on faisait, par exemple avec le positivisme logique, c'était très abstrait puis c'était très formel, tandis que lui est venu apporter un regard vraiment plus historique sur la philo des sciences, puis c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. OK, parfait, c'est cool. J'ai hâte d'entendre un peu plus là-dessus. Donc, toi, je sais que tu voulais commencer en parlant un peu du background, un peu sur l'histoire de comment ce livre-là a été formé. Puis, Ouais, donc je vais élaborer un peu sur ce que je viens de dire. L'histoire, grosso modo, donc on a déjà parlé ensemble du positivisme logique, qui était comme un courant majeur en philo des sciences, puis en philosophie en général. Puis comme on a vu, on parlait beaucoup de théories axiomatiques, puis des choses très idéalisées, abstraites, formelles. Mm-hmm. On essaie de comprendre, de trouver un modèle formel de qu'est-ce que c'était une science, puis qu'est-ce que c'était une bonne théorie, etc. Mm-hmm. Donc, si je me trompe pas, en fait, c'était un peu l'envie ou l'ambition des gens dans les sciences de rendre la science de quelque chose qui est dénué de connotation, de faire quelque chose qui est absolument vrai en tout temps, là, qui utilise beaucoup la logique formelle. Ouais. Okay. Il y avait deux volets, il y avait clairement un volet empirique très important. En fait, les positivistes logiques vont très loin dans l'empirisme. Le positivisme, c'est un peu un synonyme de l'empirisme. Okay. Et puis eux, tout ce qui est non empirique, pour eux, ça n'a aucun sens, puis ils veulent l'écarter. Donc, ils veulent trouver une façon, hors de tout doute, d'avoir des connaissances empiriques sur le monde. C'est un peu ça leur projet. OK, parfait. Cool. Puis les grands acteurs dans ce courant-là, mais il y a tout le cercle de Vienne. Puis ce qui est vraiment important pour nous, c'est l'histoire de Popper, qui est un philosophe des sciences que j'ai mentionné à plusieurs reprises. Lui est né à Vienne, puis il a été très influencé par le cercle de Vienne dans sa jeunesse. Puis avec la Deuxième Guerre mondiale qui approchait, il a immigré. Il a publié son livre en allemand, puis ensuite il a immigré, je crois en Nouvelle-Zélande, mais pas longtemps, puis il a fini par aller en Angleterre, puis c'est là que l'histoire de Kuhn commence vraiment. OK. Puis le cercle de Vienne, si je me trompe pas, c'était comme un genre de cercle de scientifiques qui passait influent, là, qui s'y influençaient entre eux, auto-influents en fait, qui se passaient à Vienne, donc ils se rencontraient souvent, il y avait des rencontres, puis exact. c'est un peu ça. Hein? C'est un peu là qui vient
le positivisme logique est un peu né de ce cercle-là, puis de leur approche à la philo des sciences, puis à l'épistémologie, puis etc. Parfait. Est-ce que Russell et Gödel faisaient partie de ce cercle-là? Non, Russell il est britannique. Ah. Mais Gödel, oui. Gödel, il participait au cercle de Vienne de temps en temps. Puis il y a quelques anecdotes, comme apparemment il venait puis il disait rien. Sauf des fois, il sortait de son silence puis il démolissait quelqu'un avec sa logique implacable. Fait qu'il parlait pas quand c'était pas nécessaire, mais dès qu'il pouvait dire quelque chose de... Ouais, exact. Mais il venait pas toujours. Mais tu sais, c'est un cercle un peu, comment je peux dire, lousse. Donc, tu sais, il y avait des rencontres puis ils se rencontraient dans des cafés, puis ils devaient présenter des sujets, puis à tour de rôle, puis ils discutaient. Donc, c'est un peu comme ça. Un peu l'histoire romantique des Viennois nice. À l'époque. OK. Puis c'est ça. Donc, Popper, lui, il était au courant de ce qui se passait dans le cercle de Vienne. Puis lui, il était pas d'accord avec les thèses centrales du positivisme logique. On va pas rentrer dans les détails, mais lui voyait pas la clé pour lui dans la philo des sciences, ce n'était pas de trouver une façon de justifier les faits empiriques, c'était plutôt il a renversé le point de vue puis il s'intéressait plus à la falsification d'hypothèses. Ouais, ok. Puis on va pas entrer dans les détails, on pourrait s'en parler une autre fois de Popper, il est très intéressant, très influent. On en a déjà parlé aussi, je crois. Ouais, mais pas pendant longtemps là, juste on en a parlé à gauche. On l'a déjà mentionné puis un peu ça méthode de pensée. Puis là lui il est immigré, finalement il a publié un livre à Vienne en allemand qui est la Logic of Scientific Discovery, qui était full influent encore aujourd'hui, on lit ce livre-là. Puis il y a eu un poste en Angleterre à la London School of Economics. Puis il est devenu prof. Puis là, il a vraiment influencé beaucoup le milieu intellectuel britannique. Donc, il a importé beaucoup des idées de Vienne. Puis, c'est pas un phénomène rare à l'époque. En fait, beaucoup de penseurs juifs immigrent dans le monde anglo-saxon à cause de ce qui se passe en Allemagne. Ouais. Puis, donc, Popper c'en est un. Puis c'est comme ça qu'il a apporté son influence dans le monde anglo-saxon. Puis il était très, très influent, même aujourd'hui. Oui. Popper, c'est un monument. Il a été... comment on appelle ça en français? Quand la reine te déclare chevalier là, en Angleterre, en tout cas. Knighted. Ouais, je sais pas c'est quoi, mais tu sais, il est très important en Angleterre, là, les gens le connaissent. Puis, maintenant, Kuhn, qu'est-ce qu'il y a à faire dans tout ça? Kuhn, donc, c'est un physicien à la base. Il est en train de faire son doctorat, puis il est quand même vieux pour quelqu'un qui fait un doctorat. Je pense qu'il est dans la trentaine. Puis lui, il voit un peu... il est en train de faire de l'étude. Puis là, il se rend compte que... pour le plaisir, je pense, il s'intéresse un peu à l'histoire des sciences. Puis il trouve des documents historiques, puis il regarde des anciens textes. Chose qu'on ne fait presque jamais en sciences. On va jamais aller lire les livres de Newton puis d'Einstein parce que ça sert à rien. On peut lire des manuels qui sont beaucoup plus à jour. Chose qu'on ne fait presque jamais aujourd'hui. Si tu vas étudier en physique, tu vas pas lire Newton, tu vas pas lire Einstein. Tu vas lire des manuels qui sont mis à jour. Puis justement, c'est le constat de base de Kuhn, c'est l'histoire des sciences racontée dans les manuels n'est pas du tout comme l'histoire des sciences racontée à travers les documents historiques en tant que tels. Donc Kuhn, il va se demander la question, pourquoi est-ce que les manuels racontent l'histoire des sciences de cette façon-là, puis pourquoi est-ce que en vérité, dans la réalité, selon lui, la science ne s'est pas développée comme ça. Okay. Donc, il va se convertir un peu en historien. Historien des sciences. Exactement. Vraiment... Historien de la physique surtout, mais aussi un peu de... Il va parler beaucoup de chimie dans le livre sur les révolutions scientifiques. Donc, il va se mettre à étudier l'histoire des sciences. Puis là, en ce moment, il est un peu dans un no man's land académique parce qu'il n'est pas supposé vraiment de faire ça. Puis, il est supposé de faire de la physique. Puis, bref, il passe beaucoup de temps là-dessus. Puis, finalement, il publie son livre sur les révolutions scientifiques. Puis, là, il devient comme une sommité dans le monde de la philo des sciences. Les gens réagissent de partout parce que c'est tellement à contre-courant de ce qui se fait en philo des sciences, mais en même temps,
c'est tellement... il y a tellement de bonnes idées à travers ça. Puis sa lecture de l'histoire des sciences, elle est vraiment unique à l'époque. Puis ça l'a vraiment donné naissance à beaucoup de développements nouveaux. Puis en plus, tu sais, j'imagine que si ça parle de paradigm shift, ça doit tellement polariser aussi. Parce que si il doit, par exemple, s'il parle de paradigm shift, j'assume que en ce moment, mettons, dans le monde, il y a plusieurs groupes de scientifiques qui pensent avec deux paradigmes qui sont différents. Toujours en ce moment, là, même s'ils sont dans la même ère, disons. Donc, sûrement que ces deux personnes-là ont une mentalité très différente de la science, puis justement, un va avoir peut-être un avis beaucoup plus positif sur ce livre-là, comparativement à l'autre. Ouais. Je sais pas si... Ouais, mais ça polarise aussi dans la science, mais en fait intéressant, il semble que les scientifiques voient ça positivement en général. Ils sont contents, surtout en sciences humaines ou dans des sciences où est-ce que le paradigme est moins établi. Puis, petite parenthèse, on va expliquer plus tard c'est quoi exactement un paradigme selon Kuhn, etc. Mais dans des domaines, il y a beaucoup de domaines où les gens, ils voient ça d'un bon œil, ils sont comme, finalement, quelqu'un, un philosophe qui parle de la science comme je la fais dans la vie de tous les jours. Tu sais. Tandis que la philo des sciences avant, c'était vraiment détaché de la réalité selon beaucoup de gens. Ouais, j'imagine par exemple que avant la philosophie des sciences, si je me base sur ce que je connais, je n'en connais pas beaucoup, mais si je me base sur ce que je connais, c'est très abstrait. Exact. C'est vraiment pas concret, là, ça parle vraiment dans même du popper, si je me semble, c'est très abstrait aussi. C'est très abstrait en général. C'est il parle beaucoup de métaphysique puis des choses qui sont pas proches du concret des scientifiques, de la vie de tous les jours. C'est ça, puis en plus popper, c'est pas le plus abstrait, là. Tu sais, il y en a, tu sais, mettons du monde qui parle de l'épistémologie, des fois c'est absolument abstrait, puis tu dis OK, ben comment j'applique ça vraiment dans ma vie de tous les jours en tant que scientifique, mais il y a pas vraiment de méthode, c'est juste une manière de penser ou C'est ça. Puis justement une critique qu'on peut faire de cette espèce d'épistémologie abstraite puis de philo des sciences abstraites, c'est que ça dit pas comment vraiment faire de la bonne science, ça dit pas vraiment par où passent les découvertes, comment les découvertes sont-elles justifiées par après. On va élaborer une théorie formelle sur c'est quoi qui devrait être dans l'idéal, comment on devrait justifier nos théories. C'est ça, mais dans le concret, Kuhn se rend vite compte que c'est pas du tout comme ça que les scientifiques opèrent. Puis ça l'amène à questionner un peu tout le courant de philo des sciences dans lequel il est impliqué. Puis ça me fait penser, on avait déjà parlé de la distinction entre prescriptif et descriptif pour des personnes qui font des analyses ou peu importe, qui parlent de l'histoire des sciences ou qui parlent de... Est-ce que ça a un lien avec ça? On vient de faire une distinction entre l'abstrait et le concret. Est-ce qu'il y aurait peut-être un lien avec le descriptif et le prescriptif? Ouais, je pense qu'on peut le voir un peu comme ça. Donc, c'est comme une simplification, une dichotomie, si on veut, qui nous permet de schématiser grossièrement, mais il y a façon, par exemple, de faire une philo des sciences prescriptive ou normative où on dit un bon scientifique devrait agir comme ceci. Ouais. Puis on préfère une philo des sciences ou une épistémologie descriptive qui dit mais voici dans les faits comment les scientifiques opèrent. Dans le contexte des révolutions scientifiques, j'imagine est-ce que c'est plus descriptif? Ouais, c'est plus descriptif, mais Kuhn, implicitement, il y a un contenu prescriptif ou normatif, c'est que si les scientifiques opèrent comme ça, c'est parce qu'ils ont raison de le faire, puis on devrait continuer à opérer comme ça. Parfait, ok, cool. Puis tu te dis que ça a chamboulé le monde des sciences? Le monde de la philo des sciences, certainement. Ok, parfait. Puis est-ce qu'il y a des exemples, mettons, puis là, puisqu'on parle de philo, souvent il n'y en a pas vraiment, mais est-ce qu'il y a un exemple concret ou pragmatique, admettons, de quelque chose qui aurait été influencé par ou par Kuhn? Par Kuhn, ouais. Est-ce qu'il y a un mouvement qui s'en est créé? Est-ce qu'il y a des personnes, oui. des personnes... Ouais, c'est ça, ok. Ouais, il y a tout... En fait, ça a normalisé la recherche dans des branches qu'on appelle la sociologie des sciences. Donc, ça l'a rendu légitime en tant que sociologue, de venir dans un laboratoire puis regarder les scientifiques qui font quoi dans leur quotidien. Comment est-ce qu'ils se transmettent la connaissance entre eux? Un chimiste, comment il développe les techniques précises qu'il doit connaître pour utiliser des machines sophistiquées. Les philosophes s'intéressaient pas à ça. Fait que ça a ajouté un peu de self-awareness dans le monde des sciences, si tu veux. Ouais, ça a créé des branches au complet
où est-ce qu'on fait du travail de terrain. On peut faire vraiment une sociologie des sciences. OK, puis ça existait pas avant? Pas vraiment, non. Oh, wow, pas à ce que je sache. Il y avait personne qui se disait « Ah, mais être un physicien, ça requiert d'utiliser plein de machines puis plein de techniques. On pourrait aller voir comment ils font pour apprendre ça, comment ils se transmettent ces connaissances-là. Wow. » Avant, c'était une vision très idéalisée, justement. C'est comme « Ah, ben, ils lisent les livres, ils apprennent les grandes découvertes, puis ils apprennent pourquoi tel scientifique est important. » Puis ils appliquent les méthodes, puis ils découvrent des nouvelles choses. Ah, OK, je peux comprendre. Puis là, vraiment, comme ça enlevait tout le côté un peu stéréotypé, mettons, du physicien. Puis vraiment, dans l'actualité, qu'est-ce qui se passe vraiment? T'sais, exact. Le monde travaille avec des machines, faut prendre ça en compte. C'est ça. Ça l'influence certaines choses. En quoi ça les influence? Par exemple, Popper, son idée, c'est que on ne justifie pas une théorie, on propose une hypothèse, puis ensuite, si on trouve des falsifications, on rejette les hypothèses. Ouais. Mais c'est très beau d'un point de vue logique. C'est une théorie qui est très intéressante, mais quand on regarde dans la vraie vie, un physicien qui rate son expérience, il va pas rejeter toute sa théorie. Il va essayer de comprendre pourquoi l'expérience n'a pas marché. Puis tout ce processus-là, selon Kuhn, ça n'entre pas du tout dans le cadre de la flot des sciences de son époque. Puis il remet tout ça en question. Exactement, parce qu'on serait con de tout de suite rejeter une théorie dès qu'on la refute, parce qu'il y a pas mal plus de choses qui ont plus de sens qui est arrivé que de dire « Ah, finalement, la relativité générale, c'est faux. » Ouais, mais c'est ça. Puis on peut donner un exemple que Lakatos, il donne. Lakatos, il était aussi à la London School of Economics, puis il était un peu à la fois disciple de Popper, mais il critiquait quand même beaucoup de thèses centrales. Entre autres, il critique l'idée de falsification. Il dit, OK, prenez l'exemple d'un astronome qui prédit avec les théories de Newton que une planète va orbiter à tel endroit dans le ciel à telle heure. Il pointe son télescope, puis il voit pas la planète. Est-ce que le scientifique va rejeter la théorie de Newton? Non. Il va se dire, OK, peut-être qu'il y avait un nuage. Peut-être que mon télescope est défectueux. Puis là, il va faire des hypothèses auxiliaires qu'il appelle, puis il va réajuster l'expérience. Puis en principe, rien ne l'empêche de faire ça jusqu'à la fin des temps. Même s'il voit jamais la planète, en principe, il est pas obligé de rejeter la théorie, tu sais. Ouais, puis parce que en fait, il y a aussi au préalable que tout fonctionnait avant. Sauf ça. Exact. Fait que, c'est un peu le principe de, je me rappelle plus, peut-être il y a un principe de rasoir d'Occam qui existe, de dire OK, mais c'est quoi que c'est pas vraiment un principe scientifique, c'est plus genre c'est méthodologique. Méthodologique, ouais, de se dire OK, mais c'est quoi qu'il y a le plus de common sense qui arrive, tu vas pas venir falsifier tout ce qu'il y avait avant. Mais le rasoir d'Occam, je sais pas c'est quoi toi ta mais version. c'est pour ça que j'hésitais à le dire parce que j'ai pas l'impression d'avoir la bonne définition. Mais tu sais habituellement c'est d'y aller pour par exemple s'il y a quelque chose qui arrive, mais c'est de prioriser mettons la théorie ou l'hypothèse qui est plus semblable d'arriver ou qui chamboule moins ce que tu connais déjà au préalable. Ouais, ben en fait, c'est même plus simple que ça, là. C'est ce que tu dis n'est pas faux, mais l'idée du rasoir d'Occam, c'est de prioriser les choses les plus simples. Si tu as deux explications qui sont équivalentes, puis une est simple, l'autre est compliquée, prends la plus simple. Mm-hmm. Puis c'est un principe. Ouais. C'est un peu ça que tu dis. Si c'est compliqué de réécrire toute la théorie de Newton, tandis que c'est moins compliqué de juste te dire, OK, peut-être qu'il y a un défaut dans mon expérience, puis je vais recommencer. Recommence ton expérience avant d'aller crier dans les cercles académiques « Ah, j'ai renversé Newton », tu comprends? Ouais, absolument. Mais pourquoi j'ai rajouté le petit brin après, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les théories, je parle tout le temps de théories de complot, mais qui utilisent ce principe-là pour donner des choses qui n'ont pas vraiment de sens. C'est par exemple les platistes, ils vont utiliser ce principe-là pour dire ben c'est bien plus simple qu'il y ait une terre plate puis qu'il y ait un soleil qu'il y ait un univers infini avec des forces de la loi qu'on comprend pas, des choses qu'on voit pas puis qu'il faut calculer puis tout ça. Mais à l'inverse, tu peux dire ouais mais c'est pas mal plus selon ce qu'on connaît déjà, c'est pas mal plus simple d'expliquer que la Terre c'est une sphère que c'est une terre plate puis après ça d'ajouter. Ouais, mais c'est pas juste ça, c'est que en fait leur argument est complètement faux. Si tu postules que la Terre est plate, après ça expliquer plein d'autres phénomènes, ça devient super compliqué. Mais c'est ça que mais c'est ça que je veux dire. Ouais, mais c'est un peu ça que je voulais dire dans le sens que
C'est pour ça que j'ai ajouté le petit brin après, parce que ça peut sembler plus simple de dire, ouais, ben, il y a une Terre plate, un soleil, une lune, ouais. il y a rien d'autre. T'sais. Ouais, mais en réalité, tu sais, avant Newton, c'était les théories de Ptolémée qui avaient été faites, puis ces théories-là étaient excessivement complexes parce que les orbites devaient être circulaires, puis là, pour que ce soit circulaire, on mettait des cercles qui tournaient sur les cercles, puis là, ça devenait comme full compliqué, puis là, tout d'un coup, s'ils sont elliptiques, tout marche super bien. Fait que tu sais, c'est une bonne preuve pour Newton. C'est comme c'est puissant. J'avais entendu dire que les premières, ça c'est vraiment hors sujet, mais les premières thèses héliocentriques étaient vraiment, il y avait les pires arguments en fait, mais il y avait raison finalement. Mais leur argument c'est vraiment que ce serait plus beau si le soleil serait dans le milieu, puis il y avait comme des schémas qui étaient absolument faux. Mais tu sais, l'héliocentrisme, c'était une idée qui existait en Grèce antique. Comme nous, on la voit comme la révolution copernicienne et tout, mais l'idée, c'est pas Copernic qui a inventé l'idée, c'est juste que Copernic il est arrivé au bon moment avec cette thèse-là. Ouais, il est arrivé au moment où on tranchait pas la tête des gens quand... ouais, mais c'est encore drôle. Peut-être, hein? Peut-être qu'il... Tu sais, Galilée, il a dû renoncer à ses idées. Descartes, il s'est retenu de publier des livres parce qu'il avait peur de l'Inquisition. Puis... Ah ouais? Descartes même? Mais Descartes, il est contemporain de Galilée. Il est quoi? Contemporain de Galilée. Ils ont vécu une partie de leur vie en même temps. Ah, je savais pas. OK. Bon. Alright, y avait-tu... là, on a fait une petite parenthèse, mais y avait-tu d'autres choses sur les révolutions scientifiques que tu voulais discuter? Dans le fond, ce que je propose, c'est qu'on termine là, puis au prochain épisode, je vais expliquer le schéma de Kuhn. Donc, on va aller plus en détail dans c'est quoi la science selon Kuhn, comment elle évolue, c'est quoi une révolution, c'est quoi un paradigme, etc. Cool. Parfait. Ben, on se revoit dans l'épisode 2.